Nous sommes en janvier 1959, dans les profondeurs glaciales de l'Union soviétique. Un groupe de 9 jeunes, remplis d'enthousiasme et de détermination, se lance dans une aventure périlleuse. Leur destination, les montagnes de l'Oural, un lieu à la fois majestueux et impitoyable. Ce qui devait être à la base une expédition inoubliable pour ces étudiants, allait en réalité devenir une tragédie insondable. Loin de tout, coupés du monde, ils allaient affronter un ennemi inconnu. Aujourd'hui, nous revenons sur l'un des mystères les plus troublants du XXe siècle, l'affaire du col Dialtov. À l'époque, Igor Dialtov, 23 ans, était le leader de ce groupe d'aventuriers. Il était déterminé, intelligent et possédait une passion inébranlable pour les défis. C'était un homme que ses amis respectaient, un guide naturel qui avait déjà conduit plusieurs expéditions avec succès. À ses côtés, Lyudmila Dominina, 20 ans, la plus jeune du groupe, mais pas la moins expérimentée. Lyudmila était connue pour sa force de caractère malgré sa petite taille. Elle avait une âme d'acier, une volonté inébranlable de conquérir les montagnes. Avec eux, Alexandre Kolevatov, étudiant en physique nucléaire, souvent silencieux mais toujours réfléchi. Zinaida Kolmogorova, également âgée de 22 ans, pleine d'entrain, réputée pour son optimisme à toute épreuve. Et puis il y avait Rustem Slobodin, un jeune homme de 23 ans, sportif accompli, connu pour son endurance physique exceptionnelle. Ce groupe, composé de 9 amis, était uni par une même passion, la montagne. Ils savaient que l'ascension du mont Autortan serait difficile. Ils étaient prêts à affronter la neige, le vent, le froid. Ce qu'ils ne savaient pas en revanche, c'est que leur plus grand ennemi ne serait ni le climat, ni le relief, mais quelque chose de bien plus énigmatique. Tout commence le 23 janvier 1959. Le groupe quitte Sverdlovsk, aujourd'hui connu sous le nom des Quintérimbault. Ils emportent avec eux des provisions pour plusieurs semaines, des vêtements adaptés aux températures glaciales, et surtout, une détermination sans faille. Le voyage commence bien. À chaque étape, ils tiennent un journal de bord, dans lequel ils notent leurs impressions, leurs espoirs et leurs plaisanteries. L'ambiance est joyeuse, amicale, comme celle de jeunes prêts à conquérir le monde. Ils atteignent la petite localité de Visey, la dernière étape avant de pénétrer dans le cœur sauvage des montagnes. Là, ils rencontrent des habitants locaux, échangent des sourires et des histoires. Rien à ce moment-là ne laisse présager la tragédie qui se profile à l'horizon. Ils continuent leur marche, s'enfonçant chaque jour un peu plus dans l'immensité blanche de l'Oural. Mais, dès le 28 janvier, le groupe subit un coup dur. Yuri Yudin, l'un des membres les plus robustes, commence à ressentir une douleur lancinante au bas du dos. Malheureusement, ce n'est pas une simple gêne passagère. Yuri souffre d'une inflammation aiguë qui l'empêche de continuer. Malgré sa volonté, il doit faire demi-tour et quitter ses amis. À l'époque, ce qui était pour lui une déception allait en réalité lui sauver la vie. Les 9 autres continuent, s'avançant vers un destin qu'ils ne peuvent imaginer. Le groupe resserre les liens, chacun prenant conscience que l'aventure vient de devenir un peu plus difficile. Pourtant, ils sont toujours aussi déterminés à atteindre leur objectif. Ils affrontent des conditions de plus en plus extrêmes, mais rien ne semble pouvoir les arrêter. Les jours passent et les montagnes de l'Oural se montrent plus impitoyables que jamais. Les vents hurlent à travers les cimes, les températures chutent encore, atteignent des niveaux glaciaux, mais les jeunes randonneurs restent confiants. Ils continuent d'écrire dans leur journal, notant les difficultés avec humour et optimisme. C'est cette détermination qui les pousse à continuer, malgré les signes avant-coureurs que la montagne leur envoie. Le 1er février 1959, le groupe atteint le mont Kolat, un nom qui résonne étrangement dans l'histoire de cette région. Les Mansi, le peuple autochtone de l'Oural, appellent cette montagne la montagne des morts. Pourtant, les randonneurs ne semblent pas superstitieux. Ils choisissent d'établir leur campement sur un versant exposé, un choix qui intrigue encore aujourd'hui. Pourquoi ici, alors qu'une forêt toute proche aurait pu les abriter du vent glacial? Le groupe installe sa tente, creusant dans la neige pour la stabiliser. Le vent souffle fort mais l'atmosphère reste sereine. Les rires résonnent dans la nuit glacée, les jeunes partagent un dernier repas ensemble, sans se douter que ce sera leur dernier. Puis la nuit tombe. Le vent se lève encore, hurlant à travers la vallée, comme un avertissement. Mais rien n'aurait pu préparer les randonneurs à ce qui allait se passer cette nuit-là. Cette nuit-là, quelque chose d'inexplicable se produit. Les détails exacts restent flous, mais ce que nous savons, c'est que les 9 randonneurs, pour une raison inconnue, déchirent leur tente de l'intérieur et fuient dans la nuit, sans prendre le temps de s'habiller correctement. Ils s'enfoncent dans la neige, pieds nus ou en chaussettes, malgré le froid mordant. Une fuite désespérée, un acte de panique total, mais pourquoi? Quelle menace invisible les a forcés à quitter leur seul abri en pleine tempête? Le 12 février, le groupe était censé revenir à Visey, mais les jours passent et aucune nouvelle ne parvient à leur famille. L'inquiétude grandit. Finalement, le 20 février, une expédition de secours est organisée. Ce qui attend les secouristes dans ces montagnes glacées est au-delà de toute imagination. Après plusieurs jours de recherche, les secouristes découvrent enfin la tente, mais ce qu'ils trouvent ne fait qu'ajouter à la confusion. La tente est déchirée de l'intérieur, comme si les randonneurs avaient cherché à fuir,
quelque chose d'effroyable. Leurs affaires sont encore là, soigneusement rangées, mais les randonneurs ont disparu. Il n'y a aucune trace de lutte, aucune explication immédiate à cette scène de désolation, seulement des empreintes de pas dans la neige qui mènent plus loin dans la montagne. Les premiers corps sont retrouvés à environ 1 km de la tente, près d'un feu de camp qui s'est éteint depuis très longtemps. 2 jeunes hommes, quasiment nus, allongés l'un près de l'autre, comme s'ils allaient chercher désespérément à se réchauffer. Mais pourquoi avaient-ils quitté la tente sans leurs vêtements, alors que la température était mortelle? Que fuyaient-ils vraiment? Les secouristes découvrent ensuite 3 autres corps, dispersés dans la neige, comme s'ils avaient tenté de retourner vers la tente. Mais leurs blessures racontent une histoire bien plus sombre. Crâne fracturé, côte brisée, des blessures internes telles qu'il est difficile de comprendre comment elles ont pu être infligées sans signe extérieur de violence. Tout cela dans un silence de mort, sous le regard impassible de la montagne. Ce n'est qu'au mois de mai, plusieurs mois après la disparition des randonneurs, que les derniers corps sont découverts. Ils gisent dans une ravine, enterrés sous plusieurs mètres de neige, mais ce ne sont pas les éléments qui ont causé leur mort. Les blessures que portent ces corps sont plus terrifiantes encore. Les corps présentent des mutilations qui défient toute logique. Des yeux arrachés, une langue manquante, les enquêteurs sont horrifiés. Comment ces jeunes gens en pleine santé ont-ils pu subir de telles blessures dans un endroit si reculé, sans qu'il n'y ait de traces de lutte ou d'agression visibles? Les autopsies révèlent également une autre anomalie troublante, des niveaux élevés de radioactivité sur certains vêtements. Que faisaient ces radiations dans une région aussi isolée? Les théories se multiplient, mais aucune ne parvient à résoudre l'énigme. Les secouristes et les enquêteurs se retrouvent face à un mur d'incompréhension. Chaque découverte ne faisait qu'ajouter au mystère. Vous le devinez bien donc, plusieurs théories ont été proposées pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. L'une des plus communément admises est celle de l'avalanche. Les randonneurs auraient tout simplement été surpris par une coulée de neige et auraient fui dans la panique. Mais cette explication simple ne tient pas face aux faits. La tente n'a pas été ensevelie et les blessures subies par les jeunes sont trop graves pour être causées par une simple chute. D'autres ont évoqué l'hypothèse des tests militaires secrets dans la région. Cette théorie prend en compte les sphères lumineuses observées cette nuit-là. En effet, les témoins oculaires affirment avoir vu des lumières dans le ciel la nuit de la catastrophe. Certains pensent que les randonneurs ont été victimes d'une arme expérimentable, mais là encore, les preuves manquent. Et pourquoi les radiations n'ont-elles été détectées que sur certains vêtements? Et puis il y a les théories plus ésotériques. Certains pensent que la montagne est maudite, que des forces surnaturelles ont été à l'œuvre telles que le Yéti. Après tout, les Mansi évitaient cette région, croyaient qu'elle était habitée par des esprits malveillants. Mais est-ce vraiment la montagne qui a causé la mort de ces jeunes? Ou y avait-il autre chose? Quelque chose que notre esprit rationnel refuse d'accepter. Plus de 60 ans se sont écoulés, et pourtant, le mystère du col d'Yaltov reste intact. Les archives sont restées classifiées pendant des décennies, alimentent des spéculations. Aujourd'hui encore, l'affaire reste un sujet de débat parmi les experts, les historiens et les passionnés de mystères non résolus. Les familles de victimes n'ont jamais obtenu la réponse qu'elles attendaient. Ce qui s'est passé cette nuit-là, dans les montagnes de l'Oural, reste une énigme que le temps semble vouloir protéger. Peut-être finalement que le véritable secret du col d'Yaltov est que nous saurons jamais la vérité. Un mystère qui nous rappelle que malgré tout notre savoir, certaines choses échappent encore à notre compréhension. Et que parfois, il vaut mieux laisser les montagnes garder leurs secrets.